J'ai tué ma meilleure amie d'un coup de couteau dans le ventre, sous la pluie battante des quais de Seine, parce qu'elle m'avait volé non seulement l'argent que je lui avais prêté, mais aussi 10 ans de ma vie. Ce n'était pas un accident. C'était une sentence que j'avais prononcée dans le silence de mon appartement parisien, après avoir découvert qu'elle avait falsifié des documents pour me faire accuser d'un crime que j'ignorais même avoir été commis. Et le plus fou, elle riait encore, du sang coulant de ses lèvres, en me murmurant « Tu l'as toujours su, au fond ». Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons éphémères, m'avait vu naître dans ses entrailles humides, dans un quartier ouvrier de Belleville où les odeurs de tagine se mêlaient à celles de la pisse de chat sur les pavés irréguliers. J'étais Claire, fille d'une immigrée algérienne et d'un père français alcoolique qui avait filé un matin sans un au revoir, me laissant avec une mère qui cousait des robes pour survivre. Sophie, elle, était mon phare dans cette nuit, blonde, éblouissante, issue d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement, mais rebelle au point de se tatouer des vers de Baudelaire sur l'avant-bras. Nous nous étions rencontrés à l'école primaire, quand elle avait partagé son goûter, un croissant encore chaud, avec moi, la gamine affamée qui volait des pommes aux étals du marché. « Rembourse-moi quand tu peux », lui avais-je dit des années plus tard, en lui glissant un chèque de 5000 € pour payer son loyer en retard. Elle avait ri, m'avait serré dans ses bras parfumés au Chanel numéro 5 volé, et juré sur nos rêves d'enfance « Jamais je ne t'oublierai, Claire. Tu es ma sœur. » Les années avaient filé comme les métros bondés de la ligne 2, nous emportant de l'adolescence fiévreuse à l'âge adulte précaire. J'avais grimpé les échelons d'une petite agence de publicité dans le Marais, rédigeant des slogans pour des parfums que personne n'achetait, pendant que Sophie papillonnait de job en job. Serveuse au Procope, stagiaire chez un galeriste véreux, puis rien du tout, vivant de mes largesses et de celles d'hommes éphémères. Elle était belle, Sophie, d'une beauté qui attirait les regards comme des papillons sur une flamme, mais creuse, comme un vitrail sans lumière derrière. Moi, j'étais la solide, la loyale, celle qui payait les factures quand son compte était à sec, qui l'hébergeait dans mon studio exigu de la rue des Abbesses quand ses conquêtes la jetaient dehors. « Rembourse-moi quand tu peux », répétais-je à chaque fois, et elle hochait la tête, les yeux humides, promettant monts et merveilles. Puis, un soir d'octobre gris, où les feuilles mortes collaient aux semelles comme des regrets, elle avait gagné à la loterie. Pas une misérable mise de poche, non, 30 millions d'euros, le jackpot de l'euro-million qui avait fait la une du Figaro. Elle m'avait appelé à 2 heures du matin, sa voix un mélange de sanglots et d'euphorie. « Claire, c'est moi. Je suis riche. Viens, on va fêter ça au Fouquet's. » J'avais enfilé un manteau sur mon pyjama, sauté dans un taxi, et la retrouvée au bar de l'hôtel, entourée de bulles de champagne et de regards envieux. Elle m'avait embrassé, m'avait offert un verre, et juré « Tout ce que je te dois, je te le rends demain. » Et plus encore. Babu Yajar. Claire. Rome, New York, Les Maldives. Tu mérites tout. Le lendemain, rien. Pas un virement, pas un appel. J'avais ri, pensant à un oubli dans l'euphorie. Une semaine plus tard, toujours rien. J'avais débarqué chez elle, un appartement haussmannien flambant neuf dans le 7e, acheté cash avec ses gains, et trouvé la porte close, son téléphone sur répondeur. « Sophie, c'est moi. Appelle-moi, s'il te plaît. » Les jours s'étiraient en semaines, et le silence s'alourdissait comme la brume sur la Loire. J'avais fouillé mes souvenirs, revu nos textos, des cœurs, des promesses, des « je t'aime » jetés comme des confettis. Puis, un matin, en ouvrant Le Monde sur mon balcon minuscule, j'avais vu sa photo, Sophie, rayonnante, en interview pour Paris Match. La gagnante anonyme qui a tout plaqué pour une vie de bohème. Anonyme. Elle avait effacé notre histoire d'un trait de plume. La rage avait commencé comme une démangeaison, un grattement au fond de la gorge. J'avais tenté de la confronter via des amis communs, mais elle avait coupé les ponts, changeant de numéro, bloquant mes mails. Elle dit que tu l'as toujours jalousée, m'avait lâché Marc, notre ex-collègue, au téléphone, sa voix hésitante. Jalouse? Moi, qui avais saigné pour elle, qui avais menti à ma mère pour lui prêter cet argent gagné en heures sup. Les nuits se peuplaient de cauchemars où je la voyais dépenser nos rêves. Un yacht à Cannes, des robes chez Dior, des dîners avec des hommes en smoking qui la regardaient comme un trophée. Et moi, Claire Laterne, comptant mes euros pour payer le gaz. C'est là que le premier secret avait émergé, comme un cadavre remontant à la surface de la Seine. Un soir, en vidant une bouteille de Beaujolais seul dans mon lit, j'avais fouillé dans une boîte à souvenirs que j'avais gardée. Des lettres, des photos, un vieil agenda de Sophie que j'avais récupéré après une de ses fugues. Les pages jaunies parlaient d'un passé que je n'avais jamais soupçonné. À 17 ans, Sophie avait été impliquée dans un accident. Ivre au volant d'une voiture volée, elle avait percuté un piéton sur le pont des Arts. Le vieil homme était mort sur le coup, mais au lieu d'appeler la police, elle avait fui, laissant le corps se noyer dans le fleuve. J'avais lu ces mots, tremblante, j'ai paniqué. Si on me prend, c'est la prison. Claire est si gentille, elle couvrirait pour moi.
Et j'avais couvert, sans le savoir. Des années plus tôt, quand la police avait débarqué chez nous pour un témoignage, j'avais juré l'avoir vue ailleurs, au cinéma avec moi, fabriquant un alibi sur mesure parce qu'elle m'avait supplié les larmes aux yeux. « S'il te plaît, Claire. Pour nous. » Le choc m'avait plié en deux, vomissant dans l'évier de ma cuisine. J'avais garanti pour elle, pas légalement, mais moralement, portant le poids de ce mensonge comme une croix invisible. Et maintenant, riche, elle m'oubliait? La trahison s'enracinait, noire et tenace, comme la moisissure sur les murs de Montmartre. J'avais décidé de la traquer. Pas pour l'argent, oh non, l'argent n'était plus qu'un prétexte. Pour la vérité, pour la vengeance qui bouillonnait en moi comme un cassoulet trop mijoté. Mes recherches avaient commencé innocemment. Un compte Instagram anonyme qu'elle n'avait pas fermé, montrant des bribes de sa nouvelle vie. Des selfies sur la Côte d'Azur, des coupes de vin dans des châteaux de la Loire, des hommes au sourire carnassier. Puis, plus sombre, j'avais engagé un détective privé, un ancien flic du commissariat du Louvre, qui pour 1 000 € m'avait livré un dossier. Sophie n'avait pas seulement gagné, elle avait investi une galerie d'art bidon pour blanchir de l'argent doux, et des connexions avec des types louches du milieu, ceux qui trafiquent des tableaux volés sous les arcades du Palais Royal. Et le clou, elle avait falsifié un testament. Celui de son grand-père, mort l'année précédente, pour s'approprier un héritage qu'elle ne méritait pas. Mais pire, dans ce dossier, une mention de moi. Un faux témoignage qu'elle avait rédigé, m'accusant d'avoir volé des bijoux familiaux pour me discréditer si jamais je revenais. La fureur m'avait transformé. Fini, la Claire timide qui pliait sous les tempêtes. J'étais devenu une ombre, glissant dans les ruelles de Paris comme un fantôme de Victor Hugo. J'avais commencé par l'intimider, des lettres anonymes glissées sous sa porte, citant nos secrets d'enfance, « Souviens-toi du Pont des Arts, Sophie. » L'eau emporte tout, sauf la vérité. Elle avait réagi, changé de serrure, engagé un garde du corps. Mais je persistais, hackant son nouveau numéro via un ami informaticien, lui envoyant des audios de ma voix déformée, « Rembourse-moi quand tu peux. » Où je raconte tout. Elle avait craqué la première fois lors d'une soirée au Moulin Rouge, où j'avais payé un billet pour la surveiller depuis les loges. Elle dansait, ivre de fortune et de champagne, quand mon message était arrivé sur son portable. Une photo du lieu de l'accident, avec un crâne dessiné en rouge. Elle s'était figée, pâle comme un linceul, et avait fui aux toilettes. J'y étais entré après elle, masqué d'un foulard, et nos regards s'étaient croisés dans le miroir poudré. « Claire » avait-elle murmuré, la voix brisée. J'avais ri, un rire froid comme le vent d'hiver sur les Champs-Élysées. « Tu m'as oublié si vite ? 30 millions pour effacer une amitié ?» Nous avions parlé là, dans cette cabine étouffante sentant le parfum et la sueur. Elle avait pleuré, juré que c'était une erreur, que la richesse l'avait changée, mais qu'elle allait tout arranger. « Demain, Claire. Je te transfère 1 million. Et pour le reste, on oublie le passé. » J'avais hoché la tête, feignant le pardon, mais au fond de moi, la lame se forgeait. Le lendemain, l'argent était arrivé. Un virement propre, 500 000 €. J'aurais pu m'arrêter là, repartir à zéro. Mais la trahison avait creusé un vide trop grand, un abîme où ma vie entière. Ma mère morte d'un cancer que j'avais payé avec mes économies, mes rêves d'écriture enterrés sous des factures, gisaient, piétinés par ses talons aiguilles. Sophie avait commencé à larder, comme un serpent qui mue. D'abord, des appels doux, des invitations à dîner dans des bistrots chics de Saint-Germain-des-Prés, où elle payait l'addition en gloussant, pour me faire pardonner. Puis, des insinuations, tu sais, Claire, avec ton passé. Ce mensonge pour l'accident. Si ça sortait, ce serait moche pour toi aussi. Elle me menaçait subtilement, ses yeux bleus comme des lames de rasoir. J'avais souri, bu mon kir, et planifié. La vengeance ne serait pas un coup d'éclat. Elle serait un poison lent, à la française, élégant, inexorable, empoisonné de culture et de fiel. J'avais infiltré sa vie nouvelle. Me teignant les cheveux en blond, adoptant un accent snob, je m'étais fait passer pour une investisseuse intéressée par sa galerie. Isabelle de Montfort, m'étais-je présenté, avec un CV bidon et des cartes de visite imprimées à la va-vite. Elle m'avait cru, bien sûr, la vanité est le talon d'Achille des riches. Lors de notre premier rendez-vous au café de Flore, elle avait déversé ses secrets, les tableaux volés, les amants qui la finançaient, et un plus grand. Elle préparait un coup avec un consortium, un vol de chefs-d'œuvre au Louvre, pour doubler sa fortune. Mais chut, Isabelle. C'est notre petit secret. Chaque rencontre était une danse macabre. Elle me confiait ses peurs, j'ai l'impression d'être suivi. Et je hochais la tête, compatissante, tout en notant mentalement les noms, les dates. J'avais contacté un journaliste du Canard enchaîné, un type bourru nommé Leduc qui haïssait les parvenus. Aidez-moi à la faire tomber, lui avais-je dit dans un bar enfumé de Bastille,
glissant une enveloppe de photos compromettantes. Il avait ri, la vengeance est un plat qui se mange froid, mademoiselle. Mais si c'est pour du fric, je passe. Ce n'était pas pour du fric, c'était pour l'âme. Les fissures apparurent vite. Sophie devint paranoïaque, annulant nos rendez-vous d'affaires pour des excuses bidons. Puis, un soir de novembre pluvieux, elle m'avait confronté, la vraie moi, pas Isabelle. Elle avait forcé l'entrée de mon appartement, un pistolet à la main, acheté illégalement sur le dark web. C'est toi, hein? Les lettres, les messages. Espèce de salope jalouse. J'avais reculé, le cœur battant, mais feignant la terreur. Sophie, écoute-moi. Tu m'as trahi. L'accident, l'héritage. Tu m'as fait porter le chapeau pour tout. Elle avait ri, un rire hystérique, et avoué, oui, et alors? Tu étais faible, Claire. Toujours à geindre sur ta vie de merde. Moi, j'ai pris ce qui m'appartenait. Et maintenant, tu vas payer. C'est là que j'avais sorti ma lame. Un couteau de cuisine aiguisé la veille, caché sous le coussin du canapé. Pas pour la tuer, pas encore, pour la marquer. Le sang avait giclé sur le tapis persan qu'elle m'avait offert en gage d'amitié, et elle avait hurlé, lâchant l'arme. « Tu es folle !» avait-elle craché, se tenant le bras entaillé. Non, Sophie. Juste vengeresse. Elle avait fui, boitant dans la nuit, et j'avais su que le point de non-retour était franchi. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tension, un thriller hitchcockien dans les artères de Paris. La police avait enquêté, un signalement anonyme, le mien, mais elle avait menti, accusant un ex-amant. Moi, j'étais clean, alibi en béton avec des collègues de l'agence. Mais elle contre-attaqua, des rumeurs sur moi, auprès de nos anciens cercles, me dépeignant comme une mythomane, une voleuse. Mon job vacilla. Mon patron, un coincé du cul, me convoqua. « Claire, ces histoires. C'est mauvais pour l'image. » La haute tension culmina au réveillon de Noël, dans sa maison de campagne près de Fontainebleau. Elle m'avait invité, piège ou rédemption. Avec une lettre larmoyante, « Viens, parlons. Je veux réparer. » J'y étais allé, armé d'un flacon de poison, du ricin, acheté à un herboriste douteux des Halles, dilué dans une bouteille de Bordeaux. Le dîner fut un ballet de faux-semblants, dinde aux truffes, bûche de Noël, et des mots sucrés comme du sucre glace. Claire, je t'ai aimé, tu sais. Mais l'argent change tout. Puis, la confession, elle avait saboté ma vie entière. Pas seulement l'accident. Elle avait couché avec mon premier amour pour le faire fuir, avait volé mes idées de pub pour les vendre à un concurrent, et pire, quand ma mère était morte, elle avait détourné l'argent des funérailles pour ses dettes. Le monde s'était teinté de rouge. « Tu es un monstre », avais-je murmuré, versant le vin empoisonné dans son verre. Elle l'avait bu, riant. « Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux me faire du mal? J'ai des amis au placé. Un mot, et tu finis en tôle pour l'accident. » Le poison agissait lentement, et elle s'était affaissée, haletante, réalisant trop tard. Claire. Non. J'avais approché le couteau, celui de l'appartement, et l'avais enfoncé, pas pour tuer, le poison s'en chargeait, mais pour marquer l'histoire. Pour toutes les fois où tu m'as dit « quand tu peux ». Mais voilà le twist, celui qui vous divisera, lecteur. Alors que je la regardais agoniser sur le tapis persan de sa cheminée, crachant du sang et des vérités, elle avait sorti un papier de sa poche, un testament, falsifié à mon nom. Tout est à toi, Claire. Les millions, la galerie. Si tu me tues. J'ai tout prévu. Pour te piéger. Ou te sauver. Était-ce un dernier coup, pour me faire accuser de meurtre? Ou un geste d'amour tordu, me léguant sa fortune empoisonnée? La police arriva, son appel automatique, et je fus arrêté, le couteau dans la main, son corps froid. Au procès, au palais de justice de l'île de la Cité, les débats firent rage. Était-ce vengeance justifiée ou folie homicide? Les médias titrèrent « L'ami fatal, trahison ou justice ?» Mes avocats plaidèrent la légitime défense, brandissant ces confessions enregistrées en secret. Les siens, famille riche en deuil, hurlèrent à la manipulation. Et le jury, divisé jusqu'au bout. Acquitté pour doute raisonnable, je sortis libre, mais ruiné moralement, hanté par son rire final. Tu es comme moi, maintenant. Paris m'accueillit de nouveau, indifférente, sous un ciel de plomb. J'utilisai l'héritage contesté pour fonder une fondation, aide aux victimes de trahison, ironie du sort. Mais la nuit, sur mon balcon, je bois du Beaujolais et me demande, ai-je gagné ou ai-je perdu mon âme? Sophie, où que tu sois, rembourse-moi quand tu peux. Dans l'au-delà, peut-être. La liberté post-procès était un mensonge, un voile fin tendu sur l'abîme. Les rues de Paris, que j'avais arpentées comme une ombre vengeresse, se refermaient maintenant sur moi comme des mâchoires.
Les passants me dévisageaient, murmurant l'assassin quitté derrière leurs écharpes Hermès. J'avais déménagé dans un quartier anonyme, près de la Bastille, dans un immeuble art déco aux murs suintants d'humidité, où les voisins, des étudiants bruyants et des vieux solitaires, ignoraient encore mon nom. Mais le passé collait à la peau comme la boue de la Seine après une crue. L'héritage de Sophie, un champ de mine. Sa famille, ces bourgeois du 16e aux lèvres pincées, avaient contesté le testament devant les tribunaux, arguant falsification, ironie suprême, venant d'eux qui avaient fermé les yeux sur ces frasques. Les avocats, grassement payés par des fonds gelés, se battaient pour des miettes. La galerie d'art saisie, les comptes offshore révélés par le duc dans un article incendiaire du Canard. La loterie du diable, titrait-il, avec ma photo floutée en une. J'aurais pu m'enrichir, devenir la veuve noire triomphante, mais non, j'avais tout reversé à la fondation Les Ombres Trahies, un refuge pour femmes piégées par l'amitié toxique. Les dons affluaient, anonymes, bien sûr, et les séances de thérapie collective résonnaient de confessions qui faisaient écho à la mienne. Elle m'a volé ma vie, il m'a fait porter le chapeau. Pourtant, la nuit, le doute rongeait. Était-ce vraiment de la justice? Sophie, dans ses derniers instants, avait-elle voulu me sauver en me léguant ce fardeau, ou me noyer dans le scandale? Ses yeux, vitreux, m'avaient fixé avec un mélange de haine et de pitié, et ces mots, « tu es comme moi », tournaient en boucle comme un refrain de Piaf. J'avais visité sa tombe au Père-Lachaise, sous un ciel d'octobre rougeoyant, posant une rose noire sur la pierre gravée « Sophie Duval, 1990 à 2025. Repose en paix, traîtresse ». Les corbeaux croassaient, et j'aurais juré l'entendre rire. La vengeance n'était pas finie. Elle mutait. Un nouveau fantôme émergea. Antoine, l'ex-amant de Sophie que j'avais croisé lors de mes infiltrations. Grand, charismatique, avec un accent du Sud qui masquait un passé de petite truanderie, il m'avait contacté post-procès. « Claire, on doit parler. Elle m'a tout dit sur toi. Sur l'accident. » Nous nous étions retrouvés aux zinc d'un bar de Belleville, là où tout avait commencé pour moi. Il avait posé un dossier sur la table collante. Des preuves que Sophie n'était pas seule dans le vol au Louvre. Antoine était son complice, amoureux et conduit, qui avait fourni les plans des sous-sols. Elle m'a largué pour l'argent, mais toi, tu peux m'aider à récupérer ma part. Contre elle, ou plutôt contre son fantôme. La proposition puait le piège, mais l'excitation revint, cette adrénaline qui avait fait de moi une Isabelle de Montfort. Antoine n'était pas un allié. C'était un serpent, comme elle, lissant ses écailles d'un sourire carnassier. Il révéla plus. Sophie avait un enfant secret, un garçon de 5 ans, caché en Bretagne chez une tante, fruit d'une liaison avec un politicien véreux. Elle voulait le léguer à toi, dans le testament. Pour te lier à jamais. Le twist me frappa comme un uppercut. J'aurais été mère par procuration, gérant un gamin imprégné du sang de ma victime. Tragédie ou malédiction. Nous avons planifié, Antoine et moi, dans des motels anonymes de banlieue, buvant du pastis et traçant des cartes. Pas pour voler. Le Louvre avait renforcé sa sécurité, mais pour exposer le réseau. J'infiltrais la tante, une veuve acariâtre à Quiberon, sous prétexte de journalisme pour un magazine féminin. Le petit, Lucas, était un mini-Sophie, yeux bleus, cheveux blonds, un rire qui poignardait. « Maman dit que tu es gentille », me dit-il un jour, en me tendant un dessin de bateau sur la mer houleuse. Mon cœur se fissura, vengeance ou maternité forcée. Antoine trahit, bien sûr. Lors d'une nuit orageuse à Paris, il tenta de me livrer à la police, en échange d'une récompense pour information sur le meurtre. J'échappai de justesse, le laissant assommer dans une ruelle près de Notre-Dame, un coup de talon dans les côtelettes. Mais le mal était fait, Lucas fut placé en foyer, et la tante jura vengeance contre la sorcière qui a tué sa sœur. Les tabloïds s'emparèrent, l'héritière maudite cible un enfant innocent. Les divisions s'accentuaient. Certains me voyaient comme une justicière, d'autres comme une psychopathe. Le climax arriva à Pâques, dans la crypte de la basilique du Sacré-Cœur, où Antoine avait donné rendez-vous pour un deal final. La ville bruissait de touristes, mais sous la coupole, l'air était lourd de encens et de secrets. Il était là, flanqué de 2 gorilles du milieu, un flingue à la ceinture. Donne-moi les preuves, Claire, et je disparais. J'avais les disques durs, volés à la galerie, prouvant le blanchiment. Mais au lieu de les tendre, j'appuyais sur play. Un enregistrement de lui et Sophie, planifiant le vol, riant de ma naïveté. Les gorilles hésitèrent, Antoine blêmit. La bagarre fut chaotique, un balai de poings et de jurons dans l'ombre sacrée. J'entaillai un gorille avec une croix brisée, Antoine me griffa le visage, laissant des marques qui brûlaient comme des stigmates. « Tu es pire qu'elle » hurla-t-il, alors que je le plaquais au sol, mon genou sur sa gorge. Non, juste son miroir. La police surgit.
Appel anonyme, encore le mien, et il fut emmené menottes au poignet, hurlant des malédictions. Moi, libéré de nouveau, mais marqué, le sang séchant sur mes mains comme une hostie profanée. Pourtant, le twist final se révéla dans une lettre posthume de Sophie, remise par son notaire après l'arrestation d'Antoine. Claire, si tu lis ça, c'est que tu as plongé plus profond. Lucas est à toi. Pas par vengeance, mais parce que je sais que tu l'aimeras mieux que moi. Et l'argent? Utilise-le pour guérir, pas pour tuer. Ou continue, et deviens-moi. Les lecteurs, vous choisirez. Ai-je sauvé l'enfant, adoptant Lucas dans ma fondation, transformant la malédiction en rédemption? Ou les jeux abandonnés, poursuivant une spirale de trahison, finissant seul dans un asile de Charenton, riant comme elle? Paris, indifférente, continue de pleuvoir. Et moi, je marche sur les quais, attendant le prochain quand tu peux. L'adoption de Lucas fut un combat plus âpre que n'importe quel procès. Les services sociaux, ces bureaucrates aux yeux froids comme la pierre de la conciergerie, me scrutèrent comme une criminelle en sursis. Madame, votre passé. L'affaire Duval. Êtes-vous stable? Stable? J'éclatai d'un rire amer dans leur bureau étouffant de la rue de Rivoli, où les posters jaunis exhortaient à la protection de l'enfance. Stable, moi qui portais encore l'odeur du sang de Sophie sur mes vêtements? Mais pour Lucas, ce petit fantôme blond aux questions incessantes, pourquoi maman est partie au ciel? J'avalai ma fierté, signai les papiers, et devins mère. Pas par amour immédiat, non, par défi. Pour prouver que la vengeance pouvait engendrer la vie, ou du moins la simuler. La fondation devint notre refuge, un hôtel particulier rénové dans le Marais, financé par les restes de l'héritage après les frais légaux. Les murs, autrefois blancs, se couvrirent de graffitis thérapeutiques peints par les résidentes. Des cris silencieux de femmes brisées par des amitiés vénéneuses, des maris infidèles, des familles toxiques. Lucas courait dans les couloirs, son rire un antidote au poison ambiant, mais la nuit, il pleurait, appelant « maman », et je me demandais si c'était Sophie ou moi qui l'invoquais. J'embauchai une nounou, une bretonne solide nommée Marie, qui cuisinait des crêpes et racontait des légendes arthuriennes pour apaiser ses cauchemars. Mais Antoine n'était pas fini. De sa cellule à la santé, il ourdit sa toile. Des lettres arrivèrent d'abord, postées de l'intérieur. « Claire, tu as gagné la bataille, mais la guerre? Lucas est à moi aussi. Du sang sur les mains, souviens-toi. » Puis, des visites forcées. Il engagea un avocat pour réclamer la paternité, brandissant un test ADN falsifié. Où était-ce vrai? Sophie avait toujours été un tourbillon de mensonges. Les audiences au tribunal familial furent un cirque. Lui, en costard trop large, pleurant la famille détruite. Moi, en tailleur strict, citant ses crimes pour le discréditer. Le juge, une femme aux lunettes sévères, trancha en ma faveur, l'intérêt de l'enfant prime. Mais Antoine jura, ce n'est pas fini, salope. La tension grimpa quand il s'évada, un transfert bâclé vers Fresnes, une complicité gardienne, classique comme un polar de Simenon. Paris se réveilla sous alerte, fuyard dangereux en liberté. Je renforçai la sécurité de la fondation, installant des caméras aux fenêtres gothiques, mais la peur s'infiltra comme la brume du matin. Lucas sentait tout. « Papa va venir », demandait-il, serrant son doudou, un lapin usé que Sophie lui avait offert. Je mentais, bien sûr, mais plus tard. Intriurement. Je builonais. Venga angspis? Non, cette fois, protection. Il frappa lors d'une tempête de printemps, quand les éclairs zébraient le ciel au-dessus de la tour Eiffel. La fondation était pleine. Un atelier de groupe sur la résilience, des femmes partageant leurs histoires autour d'une table chargée de vin et de fromage. J'étais en train de parler, la trahison n'est pas une fin, mais un chapitre, quand la porte s'ouvrit à la volée. Antoine, trempé, un couteau de fortune à la main, les yeux fous. « Rends-le-moi » hurla-t-il, fonçant vers l'étage où dormait Lucas. Les résidents hurlèrent, se barricadèrent, Marie attrapa un tisonnier de la cheminée. La poursuite fut un cauchemar éveillé dans les escaliers en colimaçon. Il me rattrapa sur le palier, me plaquant contre le mur lambrissé, sa lame contre ma gorge. « Tu as tué Sophie pour ça? Pour jouer à la maman? Elle riait de toi, tu sais. De ta vie misérable. » Ces mots étaient du sel sur mes cicatrices. Je visai bas, un coup de genou dans ses parties, et il plia, grognant. Nous roulâmes au sol, un corps à corps primal, ses ongles labourant mon bras, mon poing atteignant sa mâchoire. Pour elle et pour lui, crachai-je, arrachant le couteau de sa main. Marie surgit, le tisonnier levé, les sirènes hurlèrent au loin. Antoine s'effondra, vaincu, et je le maintins au sol jusqu'à l'arrivée des flics. « C'est fini, murmurai-je, mais il rit, un gargouillis humide, non, Claire. Regarde ta main. Du sang.
Encore. Il avait raison, j'étais taché, éternellement. Il fut repris, condamné à perpétuité cette fois, mais le mal était semé. Lucas, témoin muet depuis l'escalier, me regarda comme si j'étais le monstre. Le twist? Une lettre d'Antoine, glissée par un gardien véreux. Sophie savait pour le gamin. Elle l'a cachée pour te tester. Si tu l'adoptais, tu deviendrais le bourreau. Si tu refusais, la coupe belle. Tu as choisi, Claire. Bien joué. Divisez-vous. Étais-je piégé dans son jeu post-mortem ou libéré en choisissant l'amour? La fondation prospéra, Lucas grandit, un ado rebelle aimant les comics et le foot, mais je porte toujours la lame invisible. Paris pardon til. Où attend-il le prochain coup? Les années s'écoulèrent comme le vin dans les verres des cafés parisiens. Lente, amère, avec des arômes de regret. Lucas avait 10 ans maintenant, un garçon élancé aux yeux de Sophie, mais au sourire franc qui me rappelait ma mère. La fondation s'était étendue, ouvrant des antennes à Lyon et Marseille, des havres pour les âmes fracturées par la trahison. J'étais devenu une figure, invité sur France Inter pour des débats enflammés. La vengeance féminine, catharsis ou poison? Les auditeurs appelaient, divisés. Certains me saluaient comme une icône, d'autres me traitaient de sociopathe en prime time. Vous avez tué pour de l'argent? Demanda un soir une auditrice anonyme. J'avais ri doucement. Non, madame. Pour l'honneur. Le sien et le mien. Mais l'ombre persistait. Des nuits, je rêvais de Sophie, nous, gamines sur les toits de Belleville, fumant des clopes volées, jurant fidélité éternelle. Réveil en sueur, le goût du sang dans la bouche. Lucas, sentant mes tourments, se glissait dans ma chambre. Raconte-moi, maman. La vraie histoire. Je mentais à moitié. Elle t'aimait, mais elle était perdue. Comme nous tous. Il hochait la tête, mais ses yeux questionnaient. À l'école, des gosses le charriaient. Ton père est en prison, ta mère adoptée a tué sa vraie mère. Et il rentrait les poings serrés, me défiant. C'est vrai, hein? Tu l'as eue parce qu'elle était méchante? La nouvelle trahison vint de l'intérieur. Marie, ma nounou fidèle, s'avéra une taupe. Engagée par la famille Duval pour surveiller Lucas, elle rapportait tout. Mes cauchemars, mes absences pour des conférences, mes bouteilles de Beaujolais cachées. Un jour, en fouillant son sac pour un prétexte anodin, je trouvai des enregistrements, nos conversations, transmises à un avocat ennemi. La rage revint, familière comme un vieil amant. Je la confrontai dans la cuisine, au milieu des odeurs de pot-au-feu. Pourquoi, Marie? Pour de l'argent? Elle pleura, s'agenouilla, ils ont promis une maison en Bretagne. Pour mes enfants. Pardonnez-moi, Claire. Sophie. Elle hante encore. Je ne la tuai pas, progrès, mais la renvoyai, avec une lettre de recommandation forgée pour masquer la trahison. Lucas apprit, bien sûr, et me hurla, tu mens à tout le monde. Comme elle. Il fugua 2 jours, retrouvé errant près du canal Saint-Martin, dormant dans un carton. Le retour fut un armistice fragile, thérapie familiale chez un psy freudien du quartier latin, où nous disséquions nos plaies. La vengeance est cyclique, dit le docteur, barbu et sentencieux. Brisez-la, ou elle vous brisera. Pourtant, le cycle tourna quand la famille Duval attaqua de front. Une action en justice pour détournement d'héritage mineur, arguant que Lucas, orphelin de sa vraie lignée, appartenait à eux. Les audiences furent un théâtre absurde. Tante en perles, cousin en costume sur mesure, pleurant le petit-neveu volé. Moi, seul contre leur armée, avec un avocat public défraîchi. Le juge, le même qu'avant, ironie judiciaire, hésita, mais les preuves penchèrent. Test ADN confirmant Antoine comme père, et un codicile au testament de Sophie. Si Claire faillit, la famille reprend. Le cœur au bord des lèvres, je perdis. Lucas fut placé temporairement chez les Duval, dans leur hôtel particulier du faubourg Saint-Honoré, un mausolée de marbre et de portraits ancestraux. Il partit en larmes, serrant son lapin, reviens me chercher. La fondation se vida. Les résidentes fuyaient le scandale, les donateurs se tarissaient. Seul dans le marais désert, je bus jusqu'à l'aube, revoyant le couteau dans le ventre de Sophie. Tu es comme moi, murmurait-elle. La vengeance finale fut un acte de désespoir pur. J'infiltrai la maison Duval lors d'un gala de charité, robe noire, perruque rousse, invité bidon comme mécène. Lucas était là, engoncé dans un costume trop grand, les yeux éteints. Je l'enlevai au milieu de la nuit, escaladant le mur du jardin avec l'aide d'un ancien résident de la fondation, un grimpeur repenti. Nous filâmes vers la Bretagne, chez la sœur de Marie, repentie elle aussi, dans une ferme battue par les vents de l'Atlantique. C'est un kidnapping, hurlèrent les Duval à la police. Mais Lucas parla aux flics, je veux rester avec Claire. Elle est ma vraie maman. Le twist?
Les Duval abandonnèrent, révélant leurs propres secrets. Sophie n'était pas leur sang. Adoptée elle-même, il avait élevé dans le mensonge pour l'héritage. Divisez-vous, ai-je volé un enfant ou libéré un prisonnier? Lucas grandit libre, pêcheur et rêveur, et moi, je vieillis en gardienne, le couteau rangé, mais jamais oublié. La Bretagne fut un exil choisi, un rempart contre les vents parisiens qui portaient encore l'écho des sirènes et des jugements. La ferme de la sœur de Marie, un chaos de poules et de rosiers sauvages, devint notre sanctuaire. Lucas s'épanouit. Il apprit à réparer les filets avec les pêcheurs du port, à lire Rimbaud sous les pommiers tordus et à me regarder sans cette ombre de suspicion. « On recommence à zéro », demanda-t-il un soir, autour d'un feu de tourbe où les flammes dansaient comme des souvenirs incandescents. J'acquiesçai, serrant sa main. « Oui, mon loup. » Zero debts, zero lames. La fondation survécut, gérée à distance par une équipe loyale, des femmes que j'avais sauvées, ironie vengeresse. Les dons reprirent, boostés par un docu Netflix, Trahison à la française, un portrait ambigu où je refusais l'interview, laissant les archives parler, bandes audio de Sophie, dossier d'Antoine, ma voix brisée au procès. Les critiques divisèrent, héroïne tragique, pour Libération, monstre en jupon, pour Valeurs actuelles. Les débats enflammèrent les dîners en ville, on se querellait sur le vin, comme au temps de Zola. Mais le passé, ce chien fidèle, revint mordre. Une lettre arriva par la poste, cachée de Paris, de Leduc, le journaliste. Claire, un scoop. La famille Duval impliquée dans le trafic de Sophie. Preuve en pièces jointes. Tu veux publier? Ou enterrer? Les documents étaient accablants. Factures falsifiées, connexion à la mafia corse, et un nom qui me glaça. Celui de mon père, l'alcoolique disparu, mentionné comme complice mineur dans les années 80. Le twist ultime. Sophie l'avait su, utilisé pour me manipuler, me liant à elle par un fil de sang familial caché. Je brûlais les papiers dans le feu, les flammes léchant les vérités comme un bûcher. Publier, Aurait ruiné Lucas, soulevé des tombes. enteroi, Me condamnait au silence éternel. J'appelais le duc, laissez reposer. Pour les vivants. Il rite sage, clair. Mais souviens-toi, la vengeance n'est jamais finie. Elle se transmet. Lucas, sentant l'orage, grandit en homme, études à Rennes en journalisme, petit ami aux cheveux roux, rêve de voyage. Il découvrit la vérité un jour, fouillant mes malles, le couteau, rangé comme un talisman, les lettres de Sophie. « Pourquoi tu ne m'as pas dit » hurla-t-il, les yeux pluvieux. Nous parlâmes toute la nuit, sur la plage de Quiberon, les vagues emportant nos cris. Parce que je t'aimais plus que la haine, avouai-je. Il pardonna ou fit semblant. Les cycles se brisent, mais les échardes persistent. Aujourd'hui, à 50 ans, je marche sur les falaises, le vent salé fouettant mes cheveux grisonnants. Paris est loin, un mirage de lumière et de trahison. La fondation prospère, aidant des centaines. Lucas écrit un livre anonyme sur l'héritage des ombres. Et moi, je bois du cidre, pas de Beaujolais, et je murmure à la mer, rembourse-moi quand tu peux, Sophie. Dans le flux des marées. Fin ou commencement? Vous décidez, lecteur. Héroïne rédimée ou éternelle vengeresse? La France, terre de passion et de plaies, ne tranche jamais.